Bonjour, ici Yasmine Zaki. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plusieurs invités avec moi, dont en fait Noémie Lapointe qui nous présentera la SAC Geek. Ensuite, nous avons aussi Lydia Bonin qui nous parlera de la maison ISA. Nous avons Louis C. Gervais qui abordera le sujet de la légalisation du cannabis. Nous avons Béatrice Langlois qui nous expliquera les effets de l'abolition du Temporary Protected Status sur les Haïtiens. Et nous avons aussi Antoine Arbour qui nous parlera de la collision dans le secteur de la construction. Mais avant tout, j'y vais avec Pierrick Pichette qui nous parlera des élections en fait à la mairie de Louisville. Bonjour Pierrick. Bonjour Yasmine. Donc, tu es allé voir du côté de Louisville un peu ce qui se passait avec les élections à la mairie. Puis tu as semblé rencontrer un nouveau candidat qui est un peu surpris. Oui, donc c'est Laurent Robitaille, un candidat retraité qui a résidé là, toute sa vie à Louisville. Parfait. Et puis, en fait, en quoi sa présence aux élections, en quoi ça considérait en fait une surprise? C'est une surprise parce qu'il n'a jamais fait de politique. Alors, c'est une première expérience pour lui en politique. Certes, il a exercé des postes prestigieux pour la municipalité, mais jamais un rôle politique. Alors, c'est une surprise et c'est encore plus une surprise puisqu'il se présente et tentera de se frayer un chemin à travers le quasi-monopole là, déjà détenu par les deux candidats actuels, c'est-à-dire le maire sortant Yvon Deshaies et l'ex-maire Guy Richard, qui, on le sait, sont très pesants dans la communauté. Parfait. Et est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux en fait nous dire concernant les projets qu'il va apporter? Bien, premièrement, il dit que le réseau d'égouts à Louisville est dans un état critique, alors c'est une priorité pour lui d'améliorer le réseau d'égouts. Il veut également améliorer la circulation à l'intérieur de la ville en construisant un deuxième pont qui relierait les deux extrémités de la rivière du Loup. Et pour finir, il aimerait améliorer l'aspect touristique de la ville en construisant une piste cyclable là, qui ferait le tour de la ville et la rendrait plus attrayante. Parfait. Et a-t-il de l'expérience dans le domaine de l'administration d'une entreprise ou d'une ville? Oui, il a de l'expérience puisqu'avant d'être retraité, il travaillait comme directeur à l'Office municipal d'habitation de Louisville et selon ses dires, ça l'aidera beaucoup puisque ce poste a des responsabilités qui s'apparentent énormément à celles d'un maire et de plus, il soutient que ça l'aidera puisqu'il a travaillé avec une classe sociale un peu plus démunie. Alors, il pourra assurer un contact là, avec la société un peu plus pauvre, là, ce qui a fait défaut probablement avec les anciens maires là, qui sont venus à Louisville. Parfait. Donc, c'est un candidat à surveiller et à ne pas manquer aux élections de la mairie, en fait. Merci beaucoup, Pierrick. Merci à toi. Une enquête réalisée par la presse le 31 octobre dernier nous démontre les nouveaux procédés de collusion qui sont présents en fait dans la construction présentement. Nous sommes avec Antoine Arbour qui va nous parler plus à ce sujet. Donc bonjour Antoine. Bonjour. Donc Monsieur Pereira était-il étonné de cette nouvelle? Oui, non, il était aucunement surpris, mais il a remis la situation en contexte en nous expliquant que pour des gros contrats, par exemple l'échangeur Turco qui coûte beaucoup d'argent à assurer, qui a besoin de machinerie lourde, de beaucoup d'employés, c'est pas toutes les compagnies qui peuvent se permettre de prendre des contrats comme ça. Donc, un petit monopole se crée automatiquement. Donc, les entreprises nommées à la commission Charbonneau, même s'ils ont été accusés, bien, ils se retrouvent encore un peu nécessaires à faire ces contrats-là, même s'ils ont fusionné ou changé de nom. Parfait. Puis, depuis la commission Charbonneau, justement, n'y a-t-il pas plus de mesures pour éviter la collusion? Oui, bien, c'est ça. La commission avait dévoilé là, plusieurs arnaques utilisées, comme des partages de marché, des pots de vin, du travail au noir, plus présents qu'on le pensait. Mais selon M. Pereira, un manque de volonté et une méconnaissance du milieu de la construction de A à Z empêcherait le gouvernement d'éliminer totalement la corruption. Et a-t-il donné un exemple de ce qu'il voulait avancer? Bien, par exemple, la CCQ, la Commission de la construction au Québec, elle détient les heures de tous les employés de la construction, puis déclarés. Puis selon l'ex-directeur du local 1981, il y a plusieurs corps de métier qui ont une moyenne entre 600 et 750 heures de travail déclaré, ce qui reviendrait grosso modo là, à 15 semaines de travail. Donc, ça serait un salaire en bas du seuil de la pauvreté, ce qui impliquerait que la majeure partie de ces travailleurs-là travailleraient au noir. Puis, pour citer M. Pereira, la CCQ, le gouvernement, les syndicats, les entrepreneurs, tout le monde sait ce qu'ils dénoncent, mais la volonté n'est pas là et tous ceux qui dénoncent comme lui sont exilés. Parfait. Donc, un autre sujet à surveiller. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Bonne journée. On sait que cette semaine, Donald Trump a aboli le Temporary Protected Status, qui était un statut qui visait en fait les Haïtiens en leur accordant un statut américain temporaire lorsque les gens fuyaient leur pays touchés par un traumatisme. Aujourd'hui, on reçoit Béatrice Langlois pour nous en parler plus en détail. Bonjour Béatrice. Bonjour.
Donc, pour quelle raison cette action menée par Donald Trump va autant toucher le Canada? Dans le fond, c'est qu'avec l'annulation du Temporary Protected Status, ce qui arrive, c'est que les Haïtiens se voient obligés de quitter les États-Unis et de retourner dans leur pays. Ce qu'ils font à la place, c'est ils passent par la frontière canado-américaine et viennent se réfugier ici au Canada. Parfait. Et puis, qu'est-ce qui les a poussés à quitter leur pays en premier lieu? C'est en fait le faible sentiment d'appartenance de la population haïtienne envers leur pays, qui est une problématique assez historique qui pousse les gens à émigrer. Parfait. Puis, cette problématique est justifiée par quoi exactement? Justifiée par le manque d'études, l'économie, puis les problèmes de sécurité. Principalement, les gens vont quitter le pays pour avoir une meilleure situation financière, puis pouvoir envoyer de l'argent aux familles qui sont restées en Haïti. D'autres vont décider de partir pour fuir la violence puis l'insécurité qu'il y a dans le pays. Parfait. Puis, que faut-il faire pour améliorer les conditions de vie des Haïtiens? Selon Gérard Côté, qui est chargé de projet pour le CECI, le Centre d'études de coopération internationale qui œuvre en Haïti depuis maintenant 47 ans, il faudrait d'abord persuader les Haïtiens que Haïti, c'est leur pays, puis qu'ils doivent régler leurs problèmes eux-mêmes, ce qu'ils ne peuvent pas faire s'ils décident tous de partir. Et rapidement, en conclusion, quel serait le domaine à améliorer en premier à Haïti? Ce serait le côté d'éducation parce que il manque beaucoup de professeurs aptes à enseigner. Puis c'est la cause principale de pourquoi les gens partent d'Haïti. Parfait. Bien, merci beaucoup, Béatrice. Merci. Comme on le sait, la question de la légalisation du cannabis est un sujet très chaud en ce moment ici même. Donc, pour nous en parler plus en détail, Louis Gervais, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Louis. Bonjour, Yasmine. Donc, vous vous êtes entretenu avec le médecin spécialisé en santé communautaire, donc Jean-François Betala-Bellinga. Et quelle était son opinion face à ce sujet? Oui, alors le médecin était favorable à la légalisation du cannabis. Au début de notre entretien, on a pu parler il nous a fait en fait un court portrait des méfaits que pouvait avoir une consommation régulière du cannabis. Il nous a aussi parlé du caractère psychoactif de la substance, un caractère qui pourrait agir sur les fonctions supérieures du corps humain. Et pour revenir aux méfaits, on a parlé de dommages permanents que pouvait avoir la consommation à la mémoire, à l'attention et à la concentration du consommateur. Parfait. Puis, quels sont les bienfaits de la légalisation du cannabis? Eh bien, selon le médecin, la légalisation permettrait aux consommateurs de solliciter de l'aide, et ce, sans avoir peur des répercussions. Aussi, la population serait mieux informée et plus sensibilisée à la consommation de la substance, mais aussi consciente de ce que contient la marijuana. Pour ce qui est du gouvernement, lui sera en mesure de suivre les habitudes de consommation de sa population et, par le fait même, de contrôler la qualité du produit. Puis pour ce qui est du vendeur avec qui vous vous êtes entretenu, quelle était son opinion face à ça? Eh bien, il était assez partagé. D'un côté, il a mentionné la création d'entreprises de vente légale, donc pour un particulier de démarrer une entreprise réservée à la vente de cannabis et à ses produits dérivés. De l'autre, de l'impact que pourrait avoir la légalisation sur le marché actuel. Donc, le changement des habitudes de consommation des gens qui se tourneraient vers des alternatives plus légales, ce qui pourrait avoir un grand impact sur le revenu du revendeur, un impact très important. Puis, est-ce qu'il compte continuer à en vendre? Eh bien, il ne planifie pas s'arrêter de sitôt à l'annonce de sanctions plus sévères que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Par exemple, la vente de cannabis à des mineurs qui pourrait se traduire par une peine maximale d'emprisonnement de 14 ans. Il compte simplement être plus prudent. Parfait. Puis, pour conclure, en fait, pouvez-vous nous faire un récapitulatif des grandes lignes, en fait, de ce projet? Eh bien, Ottawa compte toujours mettre en vigueur son projet de loi sur la légalisation du cannabis au plus tard en juillet 2018. C'est le gouvernement fédéral qui serait responsable de la réglementation liée à la production du cannabis et ce sera les provinces ainsi que les territoires qui s'occuperaient de réglementer sa distribution, le tout sur réserve de conditions fédérales minimales. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Les agressions sexuelles sont toujours un sujet d'actualité, surtout présentement avec les nombreux témoignages qui sont sortis en fait dans le monde médiatique. Sachez qu'il y a des organismes pour aider les victimes, dont la Maison Isa, que Lydia va nous présenter aujourd'hui. Donc, bonjour Lydia. Bonjour Yasmine. Donc, en fait, qu'est-ce que la Maison Isa? En fait, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes et aux adolescentes de plus de 14 ans qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Parfait. Puis, est-ce que la sortie du hashtag Moi aussi a eu un impact sur le taux de demande, en fait, d'admission, justement, à cette maison? Oui, en fait, je me suis entretenue avec Mme Christine Audet, une intervenante de la Maison Isa. Elle m'a mentionné qu'il y a une augmentation de 500 de demandes d'aide et de 800 d'augmentation de demandes de sensibilisation, en plus de toutes les diverses demandes des médias.
Parfait. Puis, quelles sont les ressources offertes pour les aider, en fait? En fait, ils ont un volet direct où ils offrent des services d'aide individuelle et en groupe, évidemment, pour les victimes. Ils peuvent également les accompagner dans leur démarche médicale, judiciaire ou d'indemnisation. De plus, ils ont plusieurs services offerts pour les proches des victimes, pour les outiller, pour qu'ils adoptent des bonnes attitudes pour aider justement là où les victimes. Parfait. Puis, peuvent-elles être améliorées? Oui, dans le fond, selon Mme Audet encore, ils ont plusieurs projets en tête, mais malheureusement, ils n'ont pas le financement nécessaire. Par exemple, depuis 2001, donc depuis 16 ans, ils revendiquent 2 intervenantes de plus pour pouvoir mieux accomplir leur mission, qui est d'aider les victimes d'agressions sexuelles, mais ils ne sont pas capables de les avoir justement faute de financement. Parfait. Puis, est-ce que vous croyez que dans les années futures, il va y avoir encore autant de demandes? Je pense que oui. Je pense qu'avec le hashtag, justement, moi aussi, ça a comme débloqué quelque chose que le monde a réalisé, que c'était quand même plus important qu'on pensait. Donc, je pense que oui. Parfait. Donc, merci beaucoup, Lydia. Merci. Un événement parfait pour les amateurs de la culture geek. Donc, il s'agit en fait de la SAG Geek. Et on a Noémie Lapointe avec nous aujourd'hui pour nous en parler plus en détail. Bonjour, Noémie. Bonjour. Donc, en quoi consiste la SAG Geek? Bien, la SAG Geek, c'est une convention de geek qui va réunir des activités qui sont en lien avec la culture geek. C'est pour les personnes qui sont passionnées par cet univers, mais les gens c'est aussi pour inviter les gens à se connaître l'univers. Parfait. Puis, qu'est-ce que la culture geek? Bien, la culture geek, c'est quand tu es passionné par un ou des domaines en particulier. La plupart du temps, ça va englober les domaines en lien avec l'imaginaire, comme les jeux de rôle, les bandes dessinées, les jeux vidéo ou encore le cinéma. Mais il y a aussi, l'univers geek englobe aussi tout ce qui est sciences et informatique, mais pour la SAG Geek, c'est beaucoup l'imagination qui est amenée. Parfait. Puis, quelles sont les activités qu'on va pouvoir voir sur les lieux? Si je donne pour exemple la SAG Geek qui s'est déroulée cet été, on avait accès à une grande salle où il y avait une vingtaine de consoles de jeux différents, de différentes générations. Il y avait une salle pour les marchands, beaucoup des commerçants qui venaient de la région. Il y avait un petit bistrot où est-ce qu'on faisait découvrir la nourriture du Japon, telle que des onigiri, et même une salle de spectacle où beaucoup d'activités étaient tenues. Il y a même eu l'orchestre symphonique, le Geek Live, qui est venu jouer pour l'ouverture de l'événement. Parfait. Puis, pourquoi la création d'un tel événement ici au Saguenay? Mais selon Audrey Dufour, la fondatrice de l'événement, c'est surtout parce que l'événement manquait ici. Ce genre d'événement, il l'a beaucoup à l'extérieur du Saguenay. Puis elle est originaire du Saguenay, puis elle trouvait ça un peu plus ennuyeux de devoir aller à l'extérieur pour pouvoir participer à ça. Donc, elle a décidé de l'emmener ici. Puis il y a beaucoup de gens du Saguenay qui sont passionnés par cette culture. Parfait. Puis rapidement, en terminant, comment est-ce que la SAG Geek a évolué? Bien, ça a commencé par un minicom pour commencer, qui est une convention de seulement une journée. Puis l'année suivante, après avoir beaucoup traversé parmi plusieurs conventions, puis après avoir fait des sondages, bien, elle a permis d'évoluer à une convention beaucoup plus grosse. Puis elle a l'intention de continuer comme ça pour faire encore plus gros. Bien, merci beaucoup, Noémie. Et je tiens aussi à remercier tous les journalistes qui ont été avec nous aujourd'hui. Donc, Pierre-Éric Pichette, Antoine Arbour, Louis C. Gervais, Béatrice Langlois, Lydia Bonin et Noémie Lapointe. Je veux vous remercier aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.